Je pensais mettre en exergue de cette conférence ce mot de Pascal: un papillon est une fleur qui vole. La phrase est belle, elle est poétique, mais elle est fausse, parce que jamais une fleur ne deviendra un papillon, ni un papillon une fleur. Et pourquoi? Pour la bonne raison qu'il y a une différence de genre, précisément, entre le genre végétal, auquel appartient la fleur, et le genre animal, auquel appartient le papillon. Avec cette citation de Pascal, j'ai déjà répondu à la question de savoir s'il pouvait y avoir une théorie du genre fondée sur la réalité humaine. Il y a en effet différents genres. Donc, il y a le genre animal, le genre végétal, le genre minéral, par lesquels s'étagent par degrés les différents niveaux d'être. Depuis le grain de sable jusqu'à l'homme, être rationnel, il y a des différences fondamentales. Et à l'intérieur de chaque genre, il y a des espèces. Par exemple, dans le genre animal, il y a l'espèce canine, l'espèce chevaline et l'espèce humaine. Car l'espèce humaine appartient aussi au genre animal. Mais il y a pour chaque espèce une différence spécifique qui fait qu'une espèce n'est pas l'autre. Et ce qui fait la différence spécifique de l'espèce humaine, c'est que l'homme est un animal, certes, il appartient donc au genre animal, mais il a une différence spécifique qui est que cet animal est rationnel. Il est rationnel. Il y a donc chez l'homme une dimension qui dépasse la pure animalité. Nous le verrons. Eh bien, pourquoi dis-je cela? Parce que justement ces différences sont importantes car elles permettent de distinguer les individus entre eux. Socrate n'est pas Platon, Platon n'est pas Aristote ni Socrate. Et il y a encore une différence ultime qui est la différence sexuelle. Socrate est un homme et non une femme. Eh bien, ce sont ces différences que la théorie du genre, mais il faut parler de théorie ou d'idéologie, on le verra. C'est cette différence sexuelle que la théorie du genre remet en question. Elle parle en effet du genre comme étant sans différence. Il n'y a plus de différence entre l'homme et la femme parce qu'il n'y a pas de différence entre le corps et l'esprit, entre la matière et l'esprit. Le corps et l'âme, le corps et l'esprit, s'identifient sous la forme, et vous verrez que c'est très important, d'une pure énergie indifférenciée. On verra que cette énergie, eh bien, c'est l'énergie vitale qui fait que l'homme, cet être qu'on appelle homme ou femme, eh bien, agit, est poussé à devenir ce qu'il est. Alors, supprimer la différence sexuelle, tel est le projet théorique de la théorie du genre. Et cette théorie va donc contre l'affirmation d'une différence entre les genres, comme on l'a dit, car il n'y a pas de genre sans différence. À vrai dire, ce projet de suppression de différence sexuelle et de différence même entre les espèces, parce que vous savez qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle théorie qui s'appelle l'antispécisme. C'est-à-dire, il ne veut pas y avoir de différence spécifique non plus. Spécifique entre les animaux, entre le chien, le cheval et l'homme, puisque l'homme fait partie aussi du genre animal. On ne peut pas donc mettre en avant l'espèce humaine. Le spécisme est dénoncé comme ce qui vient justement créer une différence supplémentaire entre les espèces. Sous la forme de cette différence, ce qui fait que l'homme est un animal rationnel. Or, cette absence totale de différence, de détermination, définit la simplicité infinie, sans différence aucune, cette unité abstraite, vous savez, où il n'y a pas du tout de distinction à faire. En fait, cette idéologie du genre est l'écho lointain du projet prométhéen
qui veut faire de l'homme un dieu, c'est-à-dire un être au-delà de toutes les différences. C'est intéressant de voir ce projet prométhéen qui veut faire de l'homme un dieu. Alors, d'où vient cette théorie du genre? On les appelle les gender studies, car ces études du genre apparaissent dans les années 70 et 80 dans les universités nord-américaines. Elles ont été importées des États-Unis, où la théorie du genre est apparue. Mais en réalité, cette théorie est d'origine française. Le débat théorique américain s'est nourri, en effet, d'auteurs français importants, notamment, donc, pour les nommer, Jacques Derrida, Gilles Deleuze, Michel Foucault, Jacques Lacan, Jean-François Lyotard, et bien d'autres encore, dont la pensée a été caractérisée comme étant la pensée postmoderne. J'y reviendrai. Alors la thèse du gender est affirmée comme une doctrine devenue incontournable par ses partisans, qui sont à vrai dire des militants. Et elle est imposée comme telle par les institutions éducatives, par les pouvoirs politiques même, sans aucune forme de procès. Et elle consiste donc à diffuser l'idée que l'identité sexuelle n'est pas une donnée naturelle, biologique, mais une construction culturelle, sociale. Autrement dit, on ne naît pas homme ou femme, on le devient. Il y a donc ici une remise en cause, on le verra, de la nature humaine. Ainsi, chacun peut choisir donc son orientation sexuelle, et alors donc on a même fait des distinctions subtiles, homosexuel, hétérosexuel, bisexuel, transsexuel. Enfin, je passe sur toutes les catégories qu'on peut imaginer, ou je dirais même plutôt qu'il vaudrait mieux ne pas imaginer. Donc, dans sa radicalité, la théorie du genre affirme qu'il n'y a pas de différence sexuelle relevant de la nature, mais une identité générique relevant de la culture. Donc, la distinction des sexes traduit, selon ses défenseurs, les inégalités discriminatoires entre les pratiques sexuelles imposée par la culture dominante qui privilégie a priori l'hétérosexualité au détriment de l'homosexualité. Notons qu'il n'est jamais question ici de morale, d'éthique. Les journalistes se sont fait l'écho de cette théorie, le plus souvent sans la connaître, sans la comprendre, sans s'interroger même sur sa provenance, sur ses fondements, sur ses conséquences. Vous savez que c'est toujours dangereux de diffuser des idées sans savoir d'où elles viennent et à quoi elles mènent. Les politiciens, de leur côté, électrisés par la perspective de voix électrices, suivent souvent sottement et légifèrent sans se rendre compte, dans le meilleur des cas, qu'ils rentrent dans le domaine de la morale, qui leur est malheureusement souvent étranger. Cette confluence donc d'idées philosophiques, sociologiques aussi, de pratiques médiatiques, d'actions politiques, remet dangereusement en cause le fondement de la société qu'est la famille et crée un malaise dans la civilisation. Il importe donc d'en démêler les chevaux et de s'interroger sur la signification exacte de la théorie du genre. Alors, l'anthropologie, la conception de l'homme, sous-jacente aux théoriciens du gender, repose sur la déconstruction de toute forme d'unité, de toute forme d'identité, qui les conduit à nier, finalement, la nature humaine. La philosophie a toujours affirmé que l'homme appartient au genre animal, mais qui n'est pas un animal comme les autres, car une différence le spécifie, je l'ai dit, la raison. L'homme a été défini jusqu'au XXe siècle, c'est-à-dire jusqu'à un temps où on a remis en cause cette définition, comme un animal rationnel. Cette définition de la nature humaine renvoie à un individu masculin ou féminin parce qu'il a un corps.
et que son corps fait partie de ce qu'il est. Ces trois déterminations réunies, le genre animal, l'espèce humaine parce que rationnelle, l'individu sexué parce que corporel, constituent l'homme. L'homme n'est donc ni ange ni bête. Ce n'est pas un ange parce qu'il a un corps, ce n'est pas une bête parce qu'il n'est pas qu'un corps. À l'origine d'ailleurs du développement de ces idées, il y a l'idée cartésienne, et plus lointaine encore, mais dans un autre sens platonicienne, d'une distinction substantielle du corps et de l'âme. Ce serait important de voir qu'il y a des conceptions de l'homme qui, surtout avec Descartes, définit l'homme comme une dualité de deux substances juxtaposées, le corps d'un côté, l'âme de l'autre, ce qui va donner lieu à un développement soit matérialiste, où l'homme se réduit à son corps, je suis mon corps, vous entendez souvent parler de ça aujourd'hui, je suis mon corps, je suis réduit à mon corps, ou alors des conceptions angéliques qui aboutissent à une conception spiritualiste de l'homme qui se réduit à son esprit. Or, l'homme est uniment un corps et un esprit, ce qui faisait dire à un homme expérimenté et une intelligence profonde et sublime comme celle de saint Augustin que nous sommes spirituels jusque dans la chair et charnels jusque dans l'esprit. Il y a, vous voyez, une unité de l'être humain qui fait que le corps et l'âme avancent unis, ensemble. On y reviendra. Les théoriciens du genre détruisent donc le lien harmonieux qui existe entre ces trois éléments constitutifs, le genre, l'espèce et l'individu. Et en les séparant, ils détruisent l'unité de la personne. Je vous rappelle que le mot personne vient du latin perse una, une par soi, unité. L'unité de la personne humaine, c'est ce qui caractérise l'être, déjà en tant que tel. Être, c'est être un, unifié. Si en effet la personne humaine se réduit à l'individu sans appartenir à une espèce, ni à un genre, si elle se réduisait, disons, à l'individu sans appartenir à une espèce, l'espèce humaine en l'occurrence, à un genre, le genre animal, rencontrer une personne, ce serait rencontrer un être unique, sans pareil, un individu finalement inconnaissable en soi, indéfinissable pour autrui. Il n'y aurait pas d'une caractéristique universelle de ce qu'est l'homme, de telle manière que nous ne pourrions pas nous reconnaître comme des êtres humains, mais chacun serait à lui seul un être unique, inimitable et inconnaissable par les autres, puis tout à fait étranger. Par ailleurs, si la personne se réduisait à l'espèce sans individualité et sans genre, elle apparaîtrait transformable à loisir. Si elle n'est plus qu'un genre sans différence, sans être un individu et sans appartenir à une espèce, la personne humaine ne serait plus un être substantiel, elle deviendrait une réalité exclusivement relationnelle, mouvante, changeante, une réalité exodique sortant sans cesse de soi, elle cesserait d'être indivise, c'est-à-dire une. Or, le danger qui menace la psychologie humaine, c'est précisément la division, la scissiparité, la schizophrénie, la perte de toute personnalité. Et vous savez combien aujourd'hui on est exposé à ces crises de la vie intérieure qui se désagrègent, se fragmentent, arrachées à soi-même. Donc il est important de soutenir une anthropologie qui permette à l'homme de se réaliser dans son unité d'être humain. Le danger, c'est de perdre son unité, de se désarticuler et de se dépersonnaliser. Dans cette optique, l'humanité éclatée, sans identité, est appelée à se construire. L'homme, comme disait Sartre, n'est qu'un projet. Il doit s'inventer lui-même, se construire. Mais se construire en se déconstruisant. C'est un mot à la mode aujourd'hui, se déconstruire. Se désorganiser pour se réorganiser. Comme la créature du docteur Frankenstein, qui s'amusait à séparer les organes d'un être humain pour les rassembler à nouveau et constituer un être nouveau qui finalement se révélait être un monstre.
Dans cette perspective d'une créature nouvelle qui serait l'œuvre du temps, le résultat attendu du progrès technique, dans cette perspective, l'histoire, le devenir, remplace la nature. Elle prend un sens consistant à transformer la nature de l'homme en aventure humaine. Comme disait Albert Camus, s'il n'y a plus de nature humaine, il s'adressait à Jean-Paul Sartre, qui s'opposait à lui, eh bien, s'il n'y a plus de nature humaine, l'homme n'est plus qu'une aventure, jetée dans le monde, appelé à se faire en se défaisant, à se construire en se déconstruisant, à s'organiser en se désorganisant. Il y a derrière tout cela, on verra, une grande tentation tragique qui est la tentation nihiliste. L'homme est exposé au néant, à l'autodestruction qui est le résultat d'un rêve prométhéen d'autoconstruction de soi. La dimension historique donc est contingente de la personne, prenant le dessus, les liens naturels, familiaux, relationnels, sociaux se distendent et se retrouvent suspendus dans le temps de l'histoire, sans support réel et substantiel. C'est-à-dire il n'y a plus de continuum, de continuité intérieure. Entre l'instant T1 et l'instant T2, un abîme s'ouvre, un abîme de néant, une rupture totale qui fait que je deviens tout à fait autre que ce que j'étais tout à l'heure. On ne se reconnaîtrait plus. On n'aurait plus cette unité, cette permanence substantielle, ontologique qui fait que nous sommes ce que nous sommes et que nous devenons ce que nous sommes. Mais si la personne humaine n'est plus une substance individuelle, de nature rationnelle, comme l'a défini le grand philosophe Boès, si donc l'homme n'est que pure indétermination, il s'ensuivra qu'il n'y a plus personne à comprendre, à aimer, à reconnaître comme une personne. C'est comme dans les visages de Picasso, défiguré, où le nez prend la place de la bouche qui prend la place de l'oreille, et où l'identité de la personne est défaite, désorganisée et détruite. Cette conséquence est imposée par le rejet de la nature, comme ce qui détermine l'être humain. On est EST comme on est NAIT. Vous savez que le mot nature vient de natus, qui signifie être né. Donc, nier la nature, c'est nier ce que l'on est, finalement. En se libérant des contraintes naturelles liées à ce que nous sommes, eh bien, l'homme peut désormais choisir ce qu'il veut être. Être, c'est vouloir être ce que l'on est. Être, c'est pouvoir être ce que l'on veut être. La volonté de puissance de Nietzsche ici apparaît, la volonté même comme puissance. L'existence donc est projet. Et il faut insister sur le sens étymologique du mot existence, qui signifie ek, sortir de, sistérer, se trouver là devant, hors de moi, arraché à moi-même. J'existe en étant arraché à moi-même, vidé de moi-même, désubstantialisé. Il n'y a plus de continuité intérieure. Il n'y a plus d'être, il n'y a plus qu'un devenir. Et comme disait Platon dans son dialogue Tête-à-tête, oui, si tout devient toujours, rien n'est jamais. Évidemment, il faut bien un substrat, quelque chose qui permette de nous reconnaître nous-mêmes comme ce que nous sommes depuis tout à l'heure. Sinon, nous serions dans une constante transformation substantielle. Depuis tout à l'heure, nous aurions pris 1000 formes, 1000 manières d'être, et jamais nous pourrions nous reconnaître, continuer, ni même communiquer, puisque ma parole, en sortant de ma bouche, le temps de sortir de ma bouche et d'entrer dans votre oreille, aurait déjà changé 1000 fois de sens. On ne pourrait plus se comprendre, puisque tout devient, tout change, rien n'est stable, et puisque tout dépend des circonstances socio-économiques, par exemple, qui sont déterminantes selon ces conceptions, pour laquelle l'homme se réduit à son comportement socio-économique. Et donc il y a là un danger de faire de l'homme la proie des lois socio-économiques qui réduisent l'homme à sa dimension d'homo economicus.
Or, l'homme est un mystère pour l'homme. Comme le disait Pascal, l'homme dépasse infiniment l'homme. Et il faut chercher dans l'homme ce qui le justifie, ce qui justifie sa vie humaine. Donc, une fois libéré des contraintes imposées par la nature, l'existence humaine devra se libérer aussi des déterminismes socio-culturels qui conditionnent son comportement et impose les caractéristiques qui construisent son identité sociale, car l'homme est réduit évidemment ici, dans cette perspective, à sa dimension exclusivement sociale, projeté hors de soi, sans nature qui le retienne dans les liens de la nécessité d'être ce qu'il est. L'homme se retrouve jeté dans le monde, désormais soumis au déterminisme, aux déterminations sociales et culturelles qui font de lui un hétérosexuel ou un homosexuel, comme il se trouve être anglais ou français, musulman ou chrétien, tel que les circonstances l'ont façonné. Or, toutes ces déterminations sont multiples, changeantes, diverses. Et les théoriciens du genre s'appuient sur cette dimension constructiviste et arbitraire des identités sociales et juridiques pour justifier le fait que chacun doit pouvoir choisir et construire librement son identité. Cette identité qui ne doit donc rien à la nature, puisqu'il n'y a pas de nature. Les conséquences d'une négation de la nature, de la notion de nature, sont graves, parce qu'à partir du moment où l'homme n'est plus ce qu'il est, eh bien, il devient un projet. Et vous savez que c'est l'idée dominante de la pensée du XXe siècle, dont on est en train de sortir, qui a jeté l'homme dans le monde, selon une formule consacrée pratiquement, n'est-ce pas, par les philosophes. L'homme est jeté dans le monde, projeté. Donc les théoriciens du genre se sentent légitimés à demander au nom de quoi peut-on discriminer ces identités qui ne sont pas le fruit de la nature mais de la culture, qui se valent toutes puisqu'elles sont contingentes et libres construction de soi. Au nom de quoi va-t-on renoncer à donner un statut de citoyen à part entière aux personnes qui peuvent choisir leur orientation homosexuelle, par exemple, puisque leurs conditions relationnelles non substantielles échappent à la loi de la nature? La philosophie des théoriciens du genre, donc, affirme que la personne humaine n'a pas d'essence. Oui, c'est ça ce que ça veut dire la nature, il n'y a pas d'essence, on ne peut pas définir l'homme. L'homme est liberté, au sens où il est pure indétermination. Il a le choix de se déterminer comme il veut. Il n'y a aucune nature humaine qui le détermine comme étant ce qu'il est. Ainsi, les tenants de la queer theory critiquent ces notions d'essence, de nature, de substance, en opposant à ces notions qu'ils caricaturent le concept de genre unique. Alors je voudrais ici faire une petite parenthèse pour montrer l'importance de recourir à la notion de nature humaine, d'essence. Et les anciens l'ont bien vu, en particulier le grand Aristote, qui, à la suite de Platon, mais en développant sa propre philosophie, met en avant que le semblable aime naturellement son semblable, et que la société, de ce fait, est naturelle à l'homme. Autrement dit, l'homme est un zoon politikon, c'est-à-dire un vivant en société, ce qui exclut l'idée d'un homme qui serait un pur individu autonome, autosuffisant, qui n'aurait pas besoin d'autrui pour vivre humainement, car, en fait, comme dit Aristote, en voulant vivre seul, de manière absolue, l'homme voudrait vivre comme un dieu. On est toujours dans le défi prométhéen. Et cette conception, qui est naturelle à l'homme, et qui fait que l'homme est donc naturellement sociable, et on est heureux d'être ensemble, de se retrouver. D'ailleurs, on était même malheureux de ne pas être ensemble tout à l'heure pendant quelques minutes, non ? Le but de la politique est de permettre aux hommes de vivre heureux ensemble. Or, la politique moderne, qui a pour fondateur un philosophe qui s'appelle Thomas Hobbes, auteur du Léviathan, une œuvre importante, qui définit l'homme comme un individu qui doit s'auto-réaliser, et qui doit viser à son autonomie absolue. Eh bien, il y a dans cette pensée de Hobbes, qui fonde la conception politique moderne, faisant de la société non pas ce qui est naturel à l'homme, mais comme étant l'œuvre de l'homme, le produit du contrat social qui est le fondement de la société civile.
La société n'est pas naturelle à l'homme, elle est le fruit culturel, si l'on peut dire, rationnel, du contrat social. Or, Aristote avait déjà réfuté sa conception d'une philosophie politique qui fonderait la société sur un contrat entre des individus qui doivent, avant de signer ce contrat, se mettre d'accord ensemble. Autrement dit, l'accord entre deux individus qui vont signer un contrat précède la signature du contrat. Ce qui fait que l'accord, la concorde, l'amitié du semblable pour son semblable, qui le pousse à signer ce contrat, précède le contrat. Ce qui fait que le contrat n'est pas le fondateur de la société civile. Eh bien, pour la politique moderne depuis Hobbes, l'histoire remplace la nature. C'est-à-dire que l'homme n'est plus naturellement un être social, l'homme est un individu qui doit s'auto-réaliser. Et c'est pourquoi la théorie de Hobbes, qui se retrouve aussi chez Jean-Jacques Rousseau, part de l'idée de l'homme en tant qu'individu avant le contrat social comme un être abstrait qui n'existe pas encore. Et que le but de l'homme est, grâce à ce contrat social qui inaugure l'histoire, inaugure une période durant laquelle la politique permettra à l'homme d'atteindre son autonomie absolue, grâce au progrès par exemple de la technique. Et quand l'homme aura enfin atteint son autonomie absolue, eh bien la fin de l'histoire sera arrivée. De l'individu donc fictif qui précède le contrat social, toute l'histoire se bâtit pour construire un individu non plus fictif cette fois-ci mais réel, et totalement autonome, qui n'aura plus besoin de la société pour vivre seul. Paul Valéry avait une formule pour décrire cette société. Il parlait de la multiplication des seuls. Et un autre de mes amis philosophes disait que dans cette perspective, l'homme est devenu un grain de sable et la société un désert. Et voyez-vous, il y a là, dans le refus de la nature humaine, une conséquence grave pour la vie de la société elle-même et pour la vie de chacun, parce que tout se retourne contre l'homme et l'écrase. Et qu'est-ce qui écrase l'homme? C'est cette énergie, cette force, cette puissance, cette énergie de la technique, cette force politique, cette puissance de l'organisation qui écrase toute liberté finalement personnelle au nom d'une liberté abstraite. Une liberté qui n'est pas la liberté de l'homme libre, mais qui est la liberté abstraite. Et donc tout cela est important. En vérité, l'opposition entre genre et nature repose sur une confusion entre la nature, telle que la métaphysique, c'est-à-dire la philosophie de l'être, l'entend, et la nature dont parlent les sciences, dont on se réclame. C'est très important de distinguer ce qui fait la spécificité de la discipline philosophique, qui est une science de sagesse. La philosophie a pour but de permettre à l'homme de se comprendre, de se connaître, et de déboucher sur un art de vivre humainement. La philosophie, la philosophia, c'est l'amour de la sagesse. La sophia, ce n'est pas la science expérimentale, c'est une sagesse, et cette sagesse consiste en un savoir-vivre, et en un savoir-vivre humainement. Car le plus grand danger pour l'homme est de devenir inhumain. On expérimente bien tout cela. Donc la science réduit l'homme. Je n'ai pas le temps ici de développer cette idée, mais réduit l'homme à une pure énergie. La raison scientifique, en effet, ne pense pas, comme disait un philosophe. La science ne pense pas. À vrai dire, ce n'est pas que la science soit disqualifiée en disant cela. Tout simplement, il voulait mettre l'accent sur la différence qu'il y a entre la raison scientifique qui calcule et la raison philosophique qui pense, en pensant à l'être des choses, à l'essence des choses. La raison scientifique, donc, calcule, classifie, ordonne, réduit tout ce qui est au mesurable, au chiffre. Et il est curieux ici et intéressant de rappeler l'origine arabe du mot chiffre qui vient de zifre. Le mot zifre en arabe signifie zéro. Et d'ailleurs, il a donné notre zéro, le mot zifre, qui signifie chiffre. Autrement dit, donc, la réduction au zifre, c'est une réduction au zéro, au néant.
Et à vrai dire, le savant, le scientifique, ne s'intéresse pas à l'être des choses en tant qu'être. Il s'intéresse aux choses en tant que mesurables, calculables, et donc réductrices à une quantité. L'homme, sous la férule, si j'ose dire, du savant, se réduit à une pure quantité. Et toute la question de savoir si on peut tirer de la science une sagesse. Et on voit que les théoriciens du genre essayent de tirer de la science une sagesse, c'est-à-dire un art de vivre, qui pour eux consiste à vivre sans tenir compte de la différence sexuelle. La réflexion donc sur l'être, la réflexion du philosophe sur l'être est obturée au profit de la mesure des choses réduite à de simples objets quantifiables. La raison scientifique, en effet, construit son objet, alors que l'intelligence philosophique s'interroge sur l'être en tant qu'être, sur le mystère de l'être. La science, elle, est muette sur le mystère de l'être. Le savant ne s'interroge pas sur l'être, alors que le bon sens nous montre bien que tant que nous sommes, eh bien, nous ne pouvons pas ne pas être. Et donc, on fait l'expérience tout simplement avec bon sens que nous sommes, et que être est un mystère. Comment se fait-il qu'il y ait quelque chose et non pas rien? Telle est la grande question du philosophe. La question du savant se pose dans un contexte du pessimisme de l'intelligence philosophique et de l'optimisme de la volonté de puissance qui va, grâce au pouvoir que la technique apporte à l'homme, transformer le monde et transformer l'homme. Car il ne s'agit plus cette fois-ci de comprendre le monde, comme disait Karl Marx, il s'agit désormais de le transformer. Vous voyez toute la cohérence qu'il y a ici et qui caractérise bien l'histoire moderne. Les sciences humaines et sociales évacuent ainsi la considération de l'être des choses en tant qu'être pour ne retenir que la construction de théories, de concepts, de conceptions qui doivent être vérifiables expérimentalement. Quitte à d'ailleurs créer des conditions d'expérimentation qui peuvent être parfois dangereuses. Appliquée à la nature du sexe, cette conception disparaît pour laisser place à ce genre qui renvoie à un sujet réel, mais qui n'est plus qu'une abstraction intellectuelle, scientifique, même une représentation sociale de la sexualité. Oui. La sexualité donc n'appartient plus au champ biologique, au champ de la nature, quelle qu'elle soit, mais elle est l'objet d'une science qui construit cet objet. Le genre, donc, produit le sexe comme la science construit son objet. Il s'agit d'une dénaturation qui entraîne la désubstantialisation de la personne réelle, ouvrant la porte au nihilisme. J'emploie le mot substance, qui est un terme technique, mais le mot substance veut bien dire ce qu'il veut dire, c'est-à-dire que c'est ce qui se tient dessous. Dans ce qui change, ce qui devient, il y a un substrat, un suppôt, il y a quelque chose qui est toujours là, sous le changement. Nous sommes ce que nous sommes depuis notre naissance jusqu'à notre mort, et tout le problème et le mystère de l'être est de savoir quel est le sens de cette mort. Si cette mort n'est que biologique, et cette mort n'est que biologique si l'homme est son corps exclusivement, alors que la mort signifie la séparation du corps et de l'âme, qui ne sont pas deux substances, précisément, qui ne sont pas deux substances. Oui. Il y a une seule substance, et donc la mort biologique n'entraîne pas nécessairement dans cette optique la mort de toute la personne, puisque la personne ne se réduit pas à sa dimension biologique. Et donc ici, vous voyez qu'il y a toute une perspective qui s'ouvre sur l'espérance même de la vie humaine comme ouvrant sur une transcendance. La conception philosophique de la nature contredit celle des théoriciens du genre parce que précisément ils se réclament de la science. Et c'est bien pourquoi ceux-ci se retournent contre la philosophie avec violence. Vous savez, c'est une loi de la psychologie humaine, quand on se trompe, soit on reconnaît que l'on se trompe, soit on impose son erreur. La vérité, elle ne s'impose jamais. Elle se laisse reconnaître et accepter comme une brise légère, rafraîchissante un jour d'été. L'erreur, elle, quand elle veut s'imposer comme une vérité,
eh bien, elle doit s'imposer avec force, avec violence. Et nous sommes dans une société violente. Il n'y a pas de véritable dialogue. Je suis tout à fait ouvert à ceux qui défendent la théorie du genre. Mais aujourd'hui, il y a un contexte tel que si vous soutenez certaines idées qui ne sont plus désormais à soutenir, eh bien, on vous fait violence. On vous maltraite, on vous traîne dans la boue, on vous montre du doigt dans la presse, etc., etc. Enfin bon, je ferme la parenthèse. Mais c'est pour que nous prenions conscience de l'importance de ce contexte, d'une théorie qui s'impose comme étant une vérité, et qui, dès lors, veut s'imposer. Et comme je l'ai dit au début, qui s'impose institutionnellement, médiatiquement, intellectuellement, sans qu'il y ait possibilité d'un échange, d'une discussion, d'une remise éventuellement en question de ce que l'on pense. D'ailleurs, l'ouverture et la liberté du philosophe et de tout intellectuel qui se respecte est d'abord de commencer par douter de soi-même pour s'assurer qu'il est sur le chemin de la vérité qu'il cherche. Et d'ailleurs, n'est-ce pas, c'est bien connu, il faut aimer la vérité plus que soi-même. Le sage aime la vérité plus que soi-même. Et c'est pourquoi il est toujours disposé à changer d'opinion s'il voit qu'il se trompe ou s'il est convaincu d'erreur, comme dans les dialogues de Platon. Voilà, le grand philosophe Platon, Socrate, dialoguait. Et dans ces dialogues, plein de liberté, avec les sophistes en particulier, ces sophistes qui aujourd'hui qui renaissent avec 1000 visages, ces sophistes, eh bien, Socrate, en les interrogeant ironiquement, et vous savez que le mot éronein, qui a donné le mot ironie en français, signifie interroger. Et Socrate, donc, interrogeait ses interlocuteurs sur l'agora, sur la place publique, tout venant, et en posant des questions, et il mettait en contradiction ses interlocuteurs quand ces interlocuteurs voulaient absolument avoir raison du haut d'une fausse sagesse, s'adressant à ce petit Socrate, qui leur posait des questions, et qui, au terme de ce dialogue, se trouvait dans l'embarras, dans l'aporie, comme on dit. Bien, donc, il y a contradiction entre cette conception philosophique de la nature et cette théorie scientifique du genre. Cette théorie du genre plutôt qui se réclame de la science. La philosophie, rappelons-le, part de la contemplation de ce qui est et distingue ce qui est donné de ce qui est construit. Elle distingue en termes techniques la physis, la nature, et la techné, la technique. À la différence en effet de l'œuvre de la nature, l'œuvre de la technique produit un objet extérieur à celui qui opère, qui agit. Or, l'homme agit toujours en vue d'un bien. Le bien qu'il vise est soit un bien honnête ou éthique, et dans ce cas, le résultat de son action demeure en lui. Le résultat de l'action demeure en celui qui agit. C'est-à-dire qu'il devient meilleur ou pire. S'il fait l'aumône, bon, il a fait du bien et il devient meilleur. Bon, s'il tue son voisin, évidemment, n'est-ce pas, il aura fait une œuvre mauvaise, et le résultat de cette œuvre le marque moralement. Eh bien, à la différence donc de cet agir moral, éthique, dont l'effet reste dans celui qui agit, l'œuvre technique est une œuvre utile ou une œuvre belle. Et dans ce cas, le résultat de l'action du technicien ou de l'action de l'artiste demeure en dehors de lui. Ah ben voilà, donc il a fait une table, c'est utile, ou un tableau, c'est beau. Et ce tableau et cette table restent là désormais, il peut s'absenter, partir, disparaître. La Joconde est toujours là, Léonard de Vinci n'est plus là. Cette œuvre technique, donc, est un résultat extérieur. La théorie du genre, sans référence à l'éthique, consiste à dire que l'homme est le produit de lui-même, comme d'une œuvre de la technique. Il est le produit de la technique, c'est-à-dire une œuvre extérieure, de telle manière que l'homme produit l'homme. L'homme se produit lui-même comme un autre. Tiens, voilà. Tiens, il était un homme, maintenant il va devenir une femme, par exemple. Donc il va produire de l'homme. Il va se produire complètement. C'est donc la justification d'un monde entièrement produit par l'homme, devenu Dieu, créateur de soi. Vous voyez ici le nerf de la théorie du genre, c'est de réduire l'agir humain à une œuvre purement technique, sans dimension éthique.
Et c'est pourquoi l'espérance de produire grâce au progrès technique le vœu d'être un autre, eh bien, est une espérance qui repose sur cet idéal scientifique devenu fou, si on peut dire. Or, toutes les choses de la nature sont données. Je suis dans un monde qui était déjà là, avant d'apparaître dans ce monde. Toutes les choses de la nature sont données et se distinguent par conséquent des productions de l'art et de la technique qui sont des constructions. Ainsi, le corps sexué est donné, il n'est pas construit. Le corps est là, je n'ai pas choisi mon corps. C'est une évidence d'expérience. Les choses donc sont ce qu'elles sont et non ce que nous voudrions qu'elles soient. Elles ne sont pas toutes parfaitement connaissables, mais elles ne sont pas inintelligibles. Il y a une intelligibilité des choses. Les choses sont ce qu'elles sont. Pour le philosophe Aristote, la philosophie commence avec un double émerveillement, un double étonnement, à savoir que les choses sont. Le deuxième étonnement, c'est qu'elles soient ce qu'elles sont. C'est-à-dire qu'elles ont un sens, une intelligibilité. La définition de la nature comme principe de mouvement contredit par ailleurs aussi les critiques qui rejettent la nature sous prétexte qu'elle nous détermine et nous prive de la liberté. Les choses sont soumises au changement et au devenir, certes, mais elles changent en raison de la contingence de la matière, non par nécessité de nature. Elles changent donc de manière accidentelle, non de manière substantielle. Jamais une fleur ne deviendra un papillon. Ce qui change dans la nature ne change pas à partir de rien ou de n'importe quoi. Les choses changent en fonction de ce qu'elles sont. On devient ce que l'on est. Tel est le sens étymologique du mot nature. Natus, qui désigne ce qui naît, ce qui est généré, engendré. Les sciences humaines restent donc muettes sur le mystère de l'être. Elles n'appréhendent que ce qu'elles conçoivent par le calcul. Pour elles, tout est mesuré, fabricable, inventé, symbolique, construit, réduit en un mot à une représentation mentale sans lien nécessaire avec la réalité et pour la théorie qui nous occupe avec le sexe. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le point de départ de ces théoriciens est la grammaire, le langage, et non la réalité. Intéressant à souligner, parce que nous sommes dans une époque nominaliste, où les noms, les mots se substituent aux choses. Et il suffit de parler, il suffit de se référer aux mots pour penser qu'on a transformé les choses. Mais les choses, la res, en latin, la chose, résiste. La res résiste. La chose est ce qu'elle est. On ne peut pas en faire ce que l'on veut. Donc la théorie du genre repose sur la philosophie du langage pour laquelle les choses n'ont d'autre réalité que le sens que les mots leur donnent. Et il se trouve qu'en anglais, précisément, le mot gender appartient au genre neutre. Il ne distingue pas le masculin du féminin. Donc la réalité à laquelle renvoie l'origine du mot est oubliée. Le sens du mot latin genus, signifie en effet naissance. Et il appartient donc au lexique de l'engendrement, de la génération, de la naissance, qui se réfère à l'origine biologique des êtres. Or, c'est cette origine qui est paradoxalement effacée dans le mot gender. Et par origine, on entend justement l'origine naturelle. Ce n'est donc pas parce qu'il y aurait des hommes et des femmes sexués par la nature qu'il existerait des comportements masculins et féminins spécifiques dans la société. C'est parce qu'il y a des genres masculins et féminins posés par la langue, le langage, que la société a calqué des comportements différents à partir de ce découpage grammatical. Donc, la langue française, elle, n'a pas de genre neutre et met l'accent sur la différence du masculin et du féminin, ce que l'anglais n'a pas à faire. Et cela peut expliquer le succès du développement des gender studies dans les pays anglo-saxons. Je vous rappelle que c'est des États-Unis que les théories du genre sont arrivées en Europe.
et en France en particulier, puisque ce sont les philosophes français qui ont mis au point cette doctrine. Le recours aux règles grammaticales, donc, n'empêchera pas, cependant, de partir de la nature, de la réalité des choses données, en l'occurrence des gamètes mâles et femelles, pour donner naissance à un être humain. Alors vous savez que la grammaire a été bousculée, 68 en particulier, on parle de grammaire structurale, on parle de grammaire sans règles. Voilà, et la grammaire analytique a disparu, c'est pourquoi vous avez aujourd'hui beaucoup de jeunes qui ne savent plus écrire le français correctement. On n'étudie plus la grammaire analytique, pourquoi ? Parce que cette grammaire est censée colporter des règles qui traduisent cette culture bourgeoise qui impose un comportement à partir des règles. Vous voyez la sottise de ce genre d'argument. Dans un contexte de pensée faible, pour parler comme Mathimo, dans un contexte de pensée faible, eh bien, ces comportements forts finissent par s'imposer. L'homme ne peut créer la vie. Il ne peut que partir des conditions de l'apparition de la vie. Les choses deviennent et changent, mais non à partir de rien et de n'importe quoi. L'intelligence humaine s'est éveillée chez les premiers philosophes, c'est présocratique, au contact de la réalité. L'intelligence s'est éveillée à elle-même au contact du réel, et non pas par magie. C'est le réel qui vient enrichir, qui vient faire naître l'intelligence, qui l'éveille à elle-même, et qui s'interroge sur l'intelligibilité du monde, d'un monde qui doit être intelligible, car sinon il serait pur chaos, pure absurdité. Et c'est pourquoi les premiers grands philosophes ont voulu trouver ce qui pouvait donner un sens à ce monde en devenir. Donc les choses deviennent et changent, mais pas à partir de rien. Elles ne changent pas non plus en vue de n'importe quoi, sans finalité. On l'a dit, les choses deviennent ce qu'elles sont. Il en est de même pour les êtres pensants, dont la vie ne peut être donnée en dehors d'un corps. La vie ne peut pas être donnée en dehors du corps. La vie, c'est organique. Tout ce qui est n'est pas nécessairement vivant. L'être et la vie ne se confondent pas. La preuve, c'est qu'il y a des êtres, le minéral n'a pas de vie, enfin, il n'y a pas de vie de la matière. Sauf si la matière a une vie, mais alors il faudra s'entendre sur le mot vie, c'est de l'organique. Peu importe ici, ce qui m'importe, c'est de bien montrer que c'est parce que l'on est que l'on vit. C'est pas parce que l'on vit que l'on est. Plus profondément, c'est le fait d'être qui fait que nous pouvons vivre. Là, c'est une question que je laisse en suspens. Il n'empêche que certains auteurs ont tenté d'imaginer un corps sans organes. Un corps sans organes, par exemple le philosophe Gilles Deleuze, avec son collègue Guattari, tous deux ont exalté un corps sans organes, selon leur propre expression, qui libérerait l'humanité de son enracinement dans l'organisme, et du même coup de l'angoisse de vivre comme de l'angoisse de mourir. Oui, parce que vous voyez, la vie et la mort, c'est bien organique. Alors donc évidemment, si on supprime les organes, eh bien, un corps sans organes peut être appelé donc à ne jamais mourir. Les théoriciens du genre vont plus loin. Ils prônent une sexualité sans organes, qui libérera l'humanité de son enracinement dans le sexe et de l'angoisse de naître. Ils vont encore plus loin. La société nouvelle donc est en marche vers un monde sans procréation ni oppression, qui, comme dit Jean-François Mattei, le mauvais sexe mis à nu se drapera d'un bon genre. Bon. La théorie du genre a pour but avoué d'en finir non seulement avec les inégalités entre hommes et femmes, mais avec la division de l'humanité en deux sexes, c'est-à-dire avec toute différence. On a vu sur quels présupposés philosophiques elle se fonde. La question du genre ne soulève pas, comme on pourrait le croire, un enjeu politique, celui de l'égalité de l'homme et de la femme, ni, comme on l'a souligné, un enjeu éthique, celui de la dignité partagée des deux sexes, mais un enjeu social, celui en vérité du statut, d'un comportement auquel on essaie de supprimer la dimension éthique. L'axiome fondateur des études du genre affirme en effet que la primauté accordée à l'hétérosexualité marginalise et culpabilise les pratiques homosexuelles, bisexuelles ou plurisexuelles minoritaires. Dans la mesure où il n'y aurait pas de normes biologiques susceptibles de déterminer le choix d'un genre, les sexualités
LGBTQI, lesbiennes, gays, bisexuels, transsexuels, queer et intersexuels, seraient équivalentes aux pratiques hétérosexuelles dominantes. Mais c'est trop peu dire. Il ne s'agit pas donc de réintégrer dans la société des groupes homosexuels qui en auraient été écartés du fait de l'imposition arbitraire de la norme hétérosexuelle et par conséquent de l'engendrement de la génération, mais de justifier l'homosexualité comme nouvelle norme de la vie en commun et d'instituer un homme nouveau grâce à la dictature de la science et du droit. Le problème, c'est que tout ne se décrète pas, tout ne s'invente pas. Et il y a donc ces données naturelles qui sont au fondement de la société naturelle. Et comme j'ai évoqué tout à l'heure Aristote et Thomas Hobbes, c'est que pour Aristote, l'amour du semblable pour son semblable commence avec l'amour d'un homme pour une femme, d'une femme pour un homme. C'est-à-dire que c'est la famille qui est le fondement de la société. Ce n'est pas l'individu isolé. L'isolé ne peut que multiplier les seuls, comme disait Valérie. Donc c'est la famille qui, dans cette perspective de la théorie du genre, est victime de cette conception individualiste. La famille souffre beaucoup de cette violence qui lui est faite finalement en arrachant l'éducation des enfants, par exemple, à la volonté des parents, souvent. À cela, il est aisé d'objecter qu'on ne peut mettre sur le même plan hétérosexualité et homosexualité. Un couple formé d'un homme et d'une femme, ce n'est pas la même chose qu'une paire d'hommes ou une paire de femmes. Les couples hétérosexuels ne sont pas des paires homosexuelles. Établir une équivalence entre les deux revient à nier la réalité, en opérant une grave confusion entre genre et pratique. Alors, je ne vais pas, parce que je crois que j'ai plus tellement de temps, n'est-ce pas ? Disons ceci, la raison est ce qui permet à un homme de ne pas se confondre avec un animal. L'homme sait qu'il n'est pas un animal, il sait qu'il n'est pas un âne, même s'il se comporte parfois comme un âne. Au moins, on le reconnaît, quoi. C'est important. C'est important de reconnaître quand on ne se comporte pas humainement. Ça nous sauve. La sexualité humaine est celle donc d'un animal rationnel qui a toute sa dignité et toute sa beauté. Et si on la réduisait à un comportement animal, le bestial l'emporterait sur le rationnel, l'érotique l'emporterait sur l'amour. La sexualité perdrait tout son charme, un charme unique qui fait de l'union nuptiale entre l'homme et la femme un chant, une louange de la création à son créateur, dans une perspective transcendante. C'est pourquoi d'ailleurs, pour les religions, en particulier le christianisme, met la femme à l'honneur. Met la femme à l'honneur. Le problème, c'est qu'on a voilé tout cela. On a voilé tout cela sous une propagande, vous savez, parfois, disons, obscurantiste. Bon. Enfin bon, ça, je ferme la parenthèse. Ce chant, cette louange, célèbre une union qui se sublime en procréation. Or, l'union suppose la différence. Ouais. L'amour du semblable pour son semblable suppose qu'il y a une certaine dissemblance entre ceux qui se ressemblent. Ouais. Sinon, il n'y en aurait qu'un. Cette différence, donc, est nécessaire pour qu'il y ait union. Et telle est la différence la plus fondamentale entre l'homme et la femme. La différence est essentielle pour qu'il y ait union. Chez l'animal rationnel, cette différence ne se ramène pas à une différence entre mâle et femelle. L'homme est plus qu'un mâle et la femme plus qu'une femelle. La grâce féminine est proprement humaine. Aucun animal, aussi gracieux soit-il, ne pourra rivaliser avec elle. Il découle donc de tout cela qu'il ne peut y avoir d'union qu'entre deux êtres à la fois différents et semblables. Il ne peut y avoir d'union entre un homme et un âne parce qu'ils sont semblables par le genre, mais différents par l'espèce. Or, vous savez qu'aujourd'hui, on parle de zoophilie. Je ne vais pas développer tout cet aspect. Il ne peut y avoir d'union entre deux hommes ou entre deux femmes parce qu'ils sont semblables par l'espèce et différents en tant qu'individus sexués. Il ne peut y avoir d'union qu'entre un homme et une femme parce qu'ils sont semblables par l'espèce et différents en tant qu'individus par le sexe, par le corps. Or, les théoriciens du genre affirment, comme on l'a dit dès le départ, qu'il n'y a pas de différence spécifique et donc de différence corporelle, et ils affirment que tout est différent ou tout est semblable, et se mettent en contradiction avec eux-mêmes, car en exaltant la différence, ils rejettent une forme d'identité, et en rejetant toute forme d'identité, ils rendent toute union impossible.
Ouais, parce que, ouais, donc il y a là un jeu, la ressemblance et la dissemblance, qui est tout à fait remis en question. Le renoncement à l'unité, à l'union, est à l'origine de cette mort du père, vous savez, qui avait été célébrée dans les années 60-68, la mort du père. L'origine de ce renoncement était métaphysique, voire théologique. Et elle se trouve dans l'affirmation de cette mort de Dieu avec laquelle le XXe siècle a commencé et qui a donc été exposée au nihilisme. Parce que, comme dit Dostoïevski, si Dieu est mort, tout est permis. Si toute forme d'unité est inaccessible, l'homme reste seul sur sa planète voyageuse. La solitude se multiplie, chacun suit son chemin et fait de son chemin un but. Et l'individu cesse alors d'être indivisible. Il se défait, il se décompose, il perd son identité. Et comme je l'ai dit, donc le visage humain se défait, comme chez Picasso, il se dévisage et la nature de l'homme disparaît, se déconstruit. Désormais, ce qui est terrible, c'est que le seul point d'union entre les êtres est ce qui les sépare. Ce qui sépare les êtres, voilà ce qui met les êtres ensemble. C'est une impossibilité, c'est l'explosion de la société. Cette contradiction insoutenable projette l'homme dans une fuite en avant, dans une utopie, un non-lieu. D'où l'idée de mettre sa vie en jeu, de faire un jeu de la vie, en rassemblant les éléments lesquels elle se décompose en vue de la recomposer à volonté. L'homme se fait en se défaisant, il se défait en se faisant, une force cosmique, une volonté aveugle, une énergie le pousse à agir. Et quelle est cette énergie, cette puissance? C'est l'énergie, la puissance du désir. Le désir qui est vécu comme un flux, le flux d'un vécu qui renvoie sans cesse à lui-même. Nous allons ici terminer sur la conception du véritable sens du désir, ce qui permet de comprendre toute cette conception des choses, cette pratique. C'est ce qu'on entend par le désir. Le désir ici est compris comme un flux, le flux d'un vécu, renvoyant sans cesse à lui-même, à une intensification toujours plus grande, à la puissance de l'instinct, de l'émotion, du plaisir, relayée par la puissance de la technique à laquelle l'homme, qui veut se libérer des lois de la nature, se soumet finalement allègrement, comme par exemple ceux qui se font opérer pour changer de sexe. Ce n'est pas une partie de plaisir. Être libre dans cette perspective, c'est échapper à la loi universelle et nécessaire inscrite dans la nature, c'est échapper à la loi de la conscience qui enjoint l'homme de faire le bien et d'éviter le mal, et à la loi de la raison qui distingue la vérité et l'erreur. Les idéologues du genre nient, voyez-vous, cette nature et veulent se situer au-delà du bien et du mal, au-delà du vrai et du faux, au-delà de l'homme et de la femme. Ils poursuivent le programme nietzschéen du surhomme, libéré enfin des contraintes de la nature, de la loi morale, mais aussi, vous comprenez, la loi morale. La loi morale s'est imposée, mais elle s'est imposée par des moralistes que Nietzsche a dénoncés, comme cette moraline. Vous comprenez, aujourd'hui, le légal et le moral finissent par se confondre, mais au détriment du moral. Je ne peux pas développer ici cet aspect des choses, mais vous pouvez déjà y réfléchir. Donc, le programme nietzschéen du surhomme, libéré des contraintes de la nature, des limites de l'essence, de l'être que nous sommes, pour devenir un autre, cesser donc d'être homme pour devenir une femme, cesser d'être une femme pour devenir un homme, au risque finalement de cesser d'être humain. C'est le danger, on va parler de cela. On n'est plus comme on est, on devient ce que l'on veut devenir en vertu d'un modèle que l'on se crée et dont on confie paradoxalement la réalisation à la toute-puissance de la technique à laquelle on se livre aveuglément. Alors l'idéologie du genre, pour terminer, repose en vérité sur une philosophie du désir qui s'affirme comme fin de lui-même. Un désir, dit Gilles Deleuze, sans objet. On verra ce que cela veut dire. La fin de l'homme n'est pas, dans cette perspective, la recherche du bonheur, mais l'affirmation de la liberté, au sens abstrait. Je suis libre, je ne suis pas liberté. Ici, l'homme veut être liberté, c'est-à-dire une abstraction universelle. Mais il s'agit d'être libre. Et on est libre
en vue d'être heureux. Il ne saurait donc y avoir de souverain bien dans cette perspective. Tout est désir, flux, énergie qui passe. Posséder le souverain bien, ce serait s'arrêter, cesser de chercher, d'agir, de penser, et d'être libre, de désirer en un mot, de laisser libre cours à ce flux continu du désir. Autrement dit, il n'y a pas de fin. Comme je le disais, le but devient le chemin. La fin est une fuite sans fin. Une fuite qui fuit ce qui est, qui fuit toute forme d'identité, de stabilité, d'ordre, tout ce qui bloque et fixe l'expérience du flux. Toute réalité qui s'inscrit dans un cadre préalable, immobile, inamovible, telles les oppositions homme-femme, adulte-enfant, homo-hétéro, etc. La société doit donc être déstabilisée en permanence, dit Gilles Deleuze. Elle doit être trouée, fissurée. Elle doit fuir de toutes parts, dans un autre sens. L'idéologie, donc, ici, s'affirme comme subversive. Et c'est ce que nous dit Gilles Deleuze, l'idéologie est subversive ou n'est pas. La subversion doit être continue, comme le désir, et se poursuivre dans un champ sans segmentation, sans fragmentation, dans un espace non strié, mais lisse. Donc vous voyez que le but de l'agir humain, pour Deleuze, qui est donc un des grands inspirateurs de la théorie du genre, n'est pas de rechercher le bonheur dans la possession du bien, mais d'exercer la liberté dans le refus des formes, des normes, dans l'effritement des pouvoirs établis, dans le harcèlement de l'ordre institué. Et il appelle cela la machine de guerre, la guérilla, qui doit définir l'action de l'homme. Ce n'est pas une guerre, ni même une révolution. C'est pour lui l'œuvre des minorités, de cette minorité que la théorie du genre vient défendre. Alors je terminerai en disant ceci. On voit que tout cela, n'est-ce pas, correspond à un mirage. Et la seule description de cette théorie du genre renferme sa propre réfutation. Celle-ci se trouve dans la conception du désir recherché pour lui-même, et comme nous venons de voir, le désir recherché pour lui-même conduit au renoncement au bonheur. Là se trouve la limite des studies Schanter. L'homme, en effet, n'est libre que pour chercher le bonheur dans le bien. Tous les biens finis, et les plaisirs en font partie. Mais il ne doit pas confondre le bien infini en faisant de ce bien fini un bien infini. Tout bien fini, désiré comme un bien infini, se transforme en mal. Le désir, pour ne pas être mauvais, ne doit pas se prendre comme sa propre fin. Il n'est bon que s'il a le bien pour objet. Autrement dit, le désir n'est pas sans objet. Et pour terminer, j'énoncerai cette formule heureuse d'Aristote qui résout notre question. Ce n'est pas parce que je la désire qu'une chose est bonne, c'est parce qu'elle est bonne que je la désire. Je vous remercie.